Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Avant de démarrer, je voulais vous présenter, au nom de toute l'équipe de GMK, tous mes vœux pour cette nouvelle année, en espérant que tout ira bien pour vous et vos proches, tant sur le plan professionnel que personnel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose l'audio capté lors d'une conférence ayant eu lieu le 15 décembre 2021 à Nancy. Cette conférence était organisée par la Société de physiothérapie de Lorraine et l'association Réagir Lorraine. Elle avait pour thème l'épaule du patient, de la consultation à la rééducation. Ce fut l'occasion pour moi de pouvoir partager avec Ludovic Schneider, médecin généraliste et médecin du sport, nos visions très proches de la prise en charge des douleurs d'épaule en pratique libérale. Si vous souhaitez visionner les PowerPoints ou entendre la partie de Ludovic Schneider, direction la page YouTube ou Facebook de la Société de physiothérapie de Lorraine. Je ne peux que saluer leur énergie et leur dynamique pour organiser ces conférences qui participent à la progression de notre profession. J'espère que cet épisode vous plaira et que vous apprendrez des choses. Comme d'habitude, retrouvez d'autres épisodes, cours gratuits au contenu sur www.gem-k.com, rubrique blog. N'hésitez pas à partager, liker, commenter l'épisode. Et pour ne pas rater les suivants, abonnez-vous, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Merci et à très bientôt. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir convié à cette petite soirée thématique. C'est vrai que c'est quand même pas courant de pouvoir voir autant de médecins et de kinés avec une telle parité. Et c'est très intéressant parce que ça permet de confronter les points de vue et puis de partager les différentes approches. Donc je suis très heureux d'être là pour vous parler de ça. Je suis assez content pour deux raisons. Déjà, tout ce qui a été dit avant, je suis complètement d'accord. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive en 12 ans que j'interviens. Et puis, deuxièmement, ma présentation va être complètement en accord dans la mesure où je vais quasiment pas répéter ce qui a été dit et vous rajouter des nouvelles choses. Donc, il n'y aura pas trop de répétition et vous ne devriez pas avoir de problème de dissociation cognitive ce soir puisque je vais dire à peu près la même chose, ce qui ne m'est pas forcément arrivé dans une dernière intervention toute récente. Alors avant de démarrer, moi j'aime bien déclarer mes conflits d'intérêts et j'aime bien les bisounours, j'aime bien le rose, d'où le bisounours rose. Je suis kiné, comme ça a été cité, libéral, je suis formateur en formation initiale et continue. Je gagne mon argent comme ça et j'interviens pour plein d'organismes privés, c'est pour ça que je me permets de les mettre ici, notamment deux organismes qui aide, si j'ai bien compris l'aspect, à fonctionner, Physio Academy et Kinenico. Je suis co-gérant d'une société de formation, et donc vous imaginez bien que je suis très heureux de me payer à chaque fois, puisque c'est moi-même qui me paie. Et je suis membre d'une association OMT France qui milite pour la thérapie manuelle orthopédique. Ça, je ne touche pas d'argent, mais j'ai un conflit d'intérêt idéologique, on va dire. Je suis également responsable d'un comité scientifique, d'un congrès qui s'appelle les Rencontres Europhysio, qui a lieu tous les 2 ans. Avant de démarrer, j'aimerais aussi expliquer que tout ce que je vais vous dire ce soir, évidemment, il y a probablement beaucoup d'erreurs, puisque je suis qu'un être humain avec pas mal de biais, et aussi parce que j'essaie quand même de me mettre à peu près à jour. J'ai encore regardé tout à l'heure, ce matin, j'ai fait une petite revue de littérature pour voir s'il n'y avait pas des choses qui avaient changé. Je n'ai pas trouvé de nouvelles choses, mais il est possible que des choses m'échappent, et aussi le principe de la science, c'est de proposer une évolution de la connaissance, donc ce qu'on va dire ici est forcément contestable. Par contre, je ne sais pas combien il y a d'erreurs dans ce que je vous présente. Alors, il y a des intervenants qui disent qu'il y a 10-15%, moi j'en ai absolument aucune idée. Voilà. Le plan de mon intervention va être le suivant. D'abord, je vais vous parler des questionnements actuels en kinésithérapie. Et donc on va essayer de cibler bien sûr sur l'épaule. Et on va ensuite évoquer dans l'examen clinique les critères de suivi pour les kinés. Tout à l'heure, ça a été Ludovic qui a très bien fait ça sur l'examen clinique. Alors moi, je ne vais pas vous en parler trop en détail, je vais vous dire en kinésithérapie, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui va avoir un impact. Et vous allez voir qu'on va faire le lien avec les questionnements et l'actualité. Puis ensuite, je vous proposer une petite expérience, on va dire, sociale avec un antimetteur. Je ne sais pas si vous connaîtrez, je vous présenterai 2 cas cliniques et je vous demanderai de vous positionner par rapport à ces cas cliniques, de poser un diagnostic. Ensuite, on discutera ensemble du traitement. Alors on commence par l'actualité des controverses et des questionnements actuels en rééducation. Je voulais un titre un peu compliqué, donc j'ai trouvé ça.
Voilà quelques points de controverse actuelle. En général, en rééducation, en particulier sur l'épaule, vous allez voir, je vais répéter quelques éléments qui ont été évoqués juste avant. La première controverse, c'est sur la notion de tendinopathie. Ça a 10 ans maintenant, ces travaux-là, hein, Cook et Burnham, qui ont permis d'identifier qu'il y avait une espèce de continuum dans l'atteinte tendineuse, entre on partait d'un tendon normal qui pouvait évoluer vers un tendon réactionnel, puis qui serait en échec de réparation, enfin dégénératif, et que ça finalement, c'est une espèce de continuité. Le problème qu'on a avec ce continuum, c'est que ça c'est une représentation plus d'imagerie, mais il se trouve que la clinique n'est pas forcément proportionnelle à cette atteinte, et vous pouvez avoir des tendinopathies dites réactives avec un syndrome, on va dire, pseudo-inflammatoire, même s'il n'y a pas une réelle inflammation, qui fait pas mal, et inversement, un tendon normal qui soi-disant fait mal, donc c'est très compliqué. En tout cas, ça c'est ce que dit la littérature, et c'est conflictuel déjà parce que c'est difficile à identifier cliniquement. L'imagerie, je ne vais pas revenir dessus, ça a été cité. Là, je vous mets quelques docs avec une petite infographie que j'ai refaite. Il s'agit d'une population de 51 sujets qui n'ont pas mal à l'épaule et on leur passe une imagerie. Et on retrouve 96% d'anomalies sur cette population-là. Des gens qui n'ont pas mal. Donc c'est possible d'avoir une anomalie à l'imagerie et pas de douleur. C'est pour ça que moi, en tant que kiné, si vous voulez, l'imagerie est peu aidante pour moi parce que comme on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas mal et qui ont des atteintes à l'imagerie, on peut tout à fait considérer que le patient qui vient me voir avec une imagerie, sa douleur n'a rien à voir avec l'imagerie. Je ne sais pas si je me répète un peu, excusez, il est tard pour moi. Donc finalement, l'imagerie pose aussi des problèmes. Troisième élément, ça a été bien dit, les tests diagnostiques. Les fameux tests de Job, les fameux tests de Palm-Up, etc., ils sont remis en question. Hein. Ils sont remis en question parce qu'ils permettent ni de tester les tendons de façon spécifique, ils ne sont pas forcément corrélés au degré d'atteinte, pas forcément corrélés à la douleur. Et du coup, comment les utiliser? Alors, je vous dirai moi comment je fais tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est de façon isolée, en tout cas, c'est vraiment questionnable, l'utilisation de ces tests. Pardon. Concernant les symptômes, maintenant, on sait qu'il y a un décalage entre les atteintes physiques, les atteintes nociceptives, les lésions, et l'expression de la douleur. Alors, je ne sais pas si ce schéma vous est familier, mais on va dire que les neurosciences de la douleur ont développé depuis maintenant 10-15 ans une compréhension un petit peu plus fine du phénomène douloureux. Et on est capable aujourd'hui de dire que en fait, l'expérience douloureuse qu'on voit apparaître ici dans cette partie-là du schéma, cette expérience, le patient qui exprime une douleur à 4 sur 10, mettons, elle va être la conséquence de différentes choses. Déjà des éléments qui rentrent dans le système nerveux, à savoir des nocicepteurs qui vont s'aligner en périphérie, mais également la zone émotionnelle et des aires cognitives dans le système cérébral. Votre système cérébral va fonctionner, on appelle ça la neuromatrice ou une neurosignature, lorsqu'on a une image de ça, ce fonctionnement avec les IRM fonctionnels, et en émergent 3 éléments, la perception éventuelle de douleur, les programmes d'action avec par exemple cette fameuse contracture du trapèze qu'on retrouve très souvent chez les gens qui ont des problèmes d'épaule, qui serait en fait finalement qu'une conséquence. D'où l'intérêt, le quid, est-ce qu'on doit étirer ou pas le trapèze, si c'est une conséquence. Je pense qu'il faut plus le renforcer, mais on pourra en discuter. Et également des modifications au niveau des sécrétions hormonales, etc. Et en fait, quand on considère ce schéma, on peut comprendre que, d'une part, je n'ai pas besoin qu'il y ait d'entrée pour avoir une douleur, puisque la douleur, je peux me la créer tout seul par mon système nerveux, on appelle ça une douleur nociplastique. Et inversement, je peux avoir beaucoup d'entrées, par exemple, nociceptives, mais mon système nerveux peut décider que ce n'est pas suffisamment dangereux pour l'intégrité du corps et ne pas amener au cortex l'impression de douleur. Donc, les symptômes cliniques que le patient va vous dire, j'ai mal, à 4 sur 10, peuvent se faire sans qu'il y ait de dommages physiques. Et inversement, ils peuvent être bien en dessous du dommage physique qu'on retrouve. Vous connaissez tous cette histoire de Bethany Hamilton qui s'est fait bouffer le bras par un requin et qui sort de l'eau. Pourquoi? Parce que son cerveau, il n'est pas bête. Il s'est dit, si je déclenche une douleur à 10 sur 10, elle va se faire bouffer définitivement par le requin. Donc on va lui mettre cette douleur à 0 pour qu'elle puisse sortir de l'eau. Donc vous voyez, votre système nerveux, ça pose des problèmes cliniquement. Parce que quand le patient vient et dit, j'ai mal à 8 sur 10, eh bien, est-ce que son niveau de douleur est le reflet de la lésion? C'est rarement le cas. Alors moi, je suis un kiné, je vous vends de la kiné, hein, c'est le contrat du soir. Donc, en tant que kiné, je ne peux pas mettre à côté ces études sur les chirurgies qui nous disent qu'avec un suivi à 10 ans sur les atteintes atraumatiques de l'épaule, eh bien, la kinésithérapie est aussi efficace que la chirurgie.
Alors il y a quand même eu des chirurgiens qui ont eu le courage de faire des études placebo, hein, en prenant des populations sur les acromioplasties, deux groupes de patients, et à un patient on a juste ouvert, fermé, fait un nettoyage, les autres on a fait ouvert, fait le geste fermé, et en fait quand on les suit ces patients, on a le même résultat. Ça questionne quand même. Hein. Donc moi voilà, courageux, mais encore une fois je suis kiné, donc forcément je vais prendre de la kiné. Si j'étais boulanger, je vous vendrais du pain, on est d'accord. Hein. Donc si j'étais chirurgien, je vous vendrais de la chirurgie. Enfin, dernière problématique chez nous qui pose problème chez les kinés, c'est la classification et l'étiquetage. Ça a été très bien montré tout à l'heure avec ce schéma. Comment on étiquette ces patients? C'est très compliqué de poser des diagnostics structurels. Alors moi, j'utilise souvent des histoires de cartons. Je dis voilà, j'utilise une autre classification qui a été montrée précédemment. Votre douleur, c'est comme un gros carton et dedans, on va mettre des entités. Par exemple, si je parle de douleur sous-acromiale ou douleur liée à la coiffe, dedans, on peut mettre de la bursite, de la tendinopathie, des classifications de la rupture. Pour moi, ça, si vous voulez, ce carton-là, je vais à peu près faire la même rééducation. Mais ça, le problème, c'est que c'est qu'un carton. Et derrière, il y en a d'autres qui vont intervenir. Quand j'ai mal à l'épaule, je peux avoir une douleur qui ne vient pas de l'épaule. On a des évocations du rachis cervical tout à l'heure, les exclusions. On a l'épaule instable, on a l'épaule raide, etc., etc. Et dans chacun de ces cartons, j'ai encore des entités. Donc le vrai challenge aujourd'hui en kiné, c'est de se poser la question, est-ce que c'est intéressant de trouver, sortir la bonne étiquette, ou simplement savoir ce qu'on fait de ce carton-là. C'est le grand débat actuel en kinésithérapie. Et le problème, c'est qu'en plus, on a notre système nerveux et notre cerveau, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ce système qui fait qu'on peut avoir des douleurs qui sont en désaccord avec le dommage physique. On peut avoir très mal sans dommage physique, et on peut avoir un dommage physique important sans douleur. Donc, tout ça pour dire que c'est extrêmement compliqué, mais on va quand même s'en sortir. Alors du coup, comment on fait, nous, pour gérer tout ça dans notre quotidien de kiné? On a quelques révolutions qui sont réalisées dans notre champ actuellement. Alors, c'est un exemple, hein, c'est non exhaustif. J'ai voulu vous parler de 5 choses qui depuis 10 ans, 10-15 ans, 10 ans, on va dire, changent un petit peu dans la pratique de la kiné. Déjà, on essaie de faire un traitement individualisé. Vous allez me dire, encore heureux, c'est sûr. Mais moi, je suis d'une génération, je suis sorti en 2005 de l'école, et on m'a appris à appliquer des protocoles. Le médecin devait prescrire, poser un diagnostic, je devais appliquer un protocole. Et c'est vrai qu'on se rend compte que quand on applique le même protocole à tout le monde, ça ne marche pas forcément toujours. Donc là, actuellement, on essaye d'avoir un traitement individualisé. Et donc, il existe plusieurs algorithmes, plusieurs chemins de réflexion. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Là, je vous en ai mis un ici qui est intéressant. On évalue le patient, puis on va voir s'il manque de la force, s'il manque de l'amplitude. En fonction de ça, on va voir ce qu'on applique. Et actuellement, on va dire le truc le plus tendance, c'est de suivre ce que dit ce monsieur, Jeremy Lewis, qui publie beaucoup dans notre champ, qui lui fait un truc vachement malin. Il a créé une fiche, si vous voulez, dans laquelle il reprend pas mal de choses qui ont été dites, et lui va partir du principe que le patient, il vient voir avec une plainte. L'exemple, c'est je lève le bras et j'ai une douleur quand mon bras se lève. Et comme lui, il dit, ok, je ne suis pas sûr d'être capable de sortir la bonne étiquette. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir ce qui change tes symptômes, et pas forcément chercher à dire pourquoi tu as mal. Donc on ne répond pas à la question qu'est-ce que tu as comme pathologie, on va répondre à la question comment je vais faire pour changer ton symptôme maintenant. Et donc il va dire ok, lève ton bras pour voir, très bien. Qu'est-ce qui se passe si je modifie la position de ta colonne ou ton rachis cervical, comme c'est dit tout à l'heure? Relève le bras pour voir, est-ce que ça change quelque chose? Si ça change quelque chose, je sais que mes cervicales sont peut-être impliquées, mais surtout ça me donne une clé pour traiter. Qu'est-ce qui se passe quand je change la position de ta scapula ou quand je l'accompagne par exemple? Si ça change, probablement que mon patient il va bien répondre à une stratégie scapulaire, on appelle ça, donc par exemple travailler le dentelé, travailler le trapèze. Est-ce que quand je mobilise, je change la position de la glumérale, tes symptômes changent? Dans ce cas-là, tous ceux qui aiment bien faire de l'articulaire, faire des glissements articulaires, ils vont être contents parce qu'ils vont pouvoir les appliquer. EBP en plus. Et enfin, il y a d'autres techniques de modulation. Donc vous voyez, on dirait presque que c'est du bon sens, parce que ça l'est. Mais l'idée, c'est plutôt que de faire un traitement protocolisé, on part du patient de sa douleur, on essaie de voir ce qu'on peut construire autour de lui. Donc ça, c'est la première solution qu'on a trouvée pour passer au-dessus des différentes problématiques que je vous ai exposées juste avant. Deuxième tendance actuelle, je pense que ça doit vous toucher aussi, on essaie de sortir un peu du spectre biomédical pour aller vers le psychosocial. Pourquoi? Parce que ça, vous le savez,
Le biomédical, c'est les pathologies, c'est la nociception, c'est les éléments physiques, mais une personne, la santé, hein, c'est le mec qui dit ça, c'est le bien-être physique, mental et social. Il faut être bien dans sa tête et bien dans sa vie sociale. Et force est de constater que plus une douleur elle dure longtemps, plus on va dire l'impact du psychosocial devra être pris en compte, parce que une personne, ça n'est pas juste un tendon qui est touché. C'est également un système nerveux qui fonctionne avec différentes zones émotionnelles, cognitives, qui vont avoir un impact sur le devenir du patient. Et le problème, c'est que ce schéma, c'est un peu comme le BP, il ne faut pas le voir comme un équilibre. Ce n'est pas un équilibre, parce qu'en fait, chaque patient est différent. Vous avez par exemple des personnes qui vont avoir un vrai problème biomédical. Si je marche et que je me fais une entorse de cheville, mon problème numéro 1, c'est que j'ai ma cheville, c'est une patate. Si vous commencez à me poser comme question, comment ça va ta vie en ce moment? Les enfants, ça va? Le Covid? La vaccination? On a dit qu'on ne parlait pas de ça ce soir. Je vais dire non, mais en fait, je viens juste de me péter un ligament là. Donc voilà, t'es bien gentil. Et à l'inverse, si vous avez une personne qui vient vous voir et qui vient d'avoir un gros problème social, il a été viré, il n'a pas de boulot, il est tout seul et tout, et que vous occupez que de son entorse de cheville, peut-être que vous ne répondez pas à son problématique. Donc, ça n'est pas un équilibre. Il faut avoir à l'esprit ces 3 dimensions et voir qu'en fonction des personnes, ces dimensions elles s'articulent de manière différente. Ça, c'est, on va dire, dit de manière théorique. Et il y a des outils qui sortent actuellement, qui peuvent éventuellement nous aider. Alors, je vous dis ça, c'est peut-être un peu, entre guillemets, l'avenir. Il y a des équipes qui travaillent là-dessus, qui créent ce qu'on appelle des chemins de soins ou des recherches de phénotypes, c'est-à-dire qu'ils vont faire remplir des questionnaires aux gens pour essayer d'explorer les différentes composantes biopsychosociales, notamment au niveau de la construction des symptômes. Et il y a d'autres versions qui arrivent. Par exemple, là, vous avez le radar de Walton, qui consiste à se construire un espèce de radar avec différentes dimensions. Et puis, vous allez tracer une espèce d'arbre de compétences du patient. Parce que, moi, c'est ce que je me dis. Quand le patient vient me voir, je me pose des questions et je me dis, OK, sa compétence de douleur, chez lui, c'est ça. Ce patient-là, ce ne sera pas le même qu'un autre. Donc, c'est un petit peu, entre guillemets, ce qui nous pond au nez. Peut-être qu'on pourra être aidé avec ça, avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pourra nous aider à faire le tri là-dedans. Mais une des solutions pour s'adresser plus largement au psychosocial, c'est peut-être d'utiliser ces systèmes-là. Le système de radar a l'avantage d'être relativement rapide à mettre en œuvre, parce que quand on suit ces cheminements-là, les gens ont beau dire, mais moi, je n'ai pas 2 heures pour faire un examen clinique dans ma pratique quotidienne, vu combien je suis payé. Donc, il faut un système qui se fasse vite et bien, qu'il soit efficace et qui me permette d'explorer. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus en bilan plus tard. 3e élément, l'apport des neurosciences de la douleur. On a un boom dans notre chambre sur la construction de la douleur. Je pense qu'on traite vraiment beaucoup mieux les patients chroniques aujourd'hui qu'on les traitait à l'époque. J'entends en musculo-squelettique, bien sûr. Puisqu'on a compris que en fait, votre douleur, elle pouvait provenir de différentes composantes. Vous savez que l'IASP, l'Institut international pour la douleur, décrit 3 types de douleurs que je vais essayer de vous résumer. Mais avant ça, attendez, j'avais le modèle de Gifford ou précis. Donc il y a 3 types de douleurs, si vous voulez. La douleur nociceptive, je me coupe le bras, j'ai une entrée, mon cerveau considère que c'est suffisamment dangereux pour, ou en tout cas j'ai un besoin d'alerte, il va me déclencher une douleur. Ça c'est la douleur nociceptive, vous connaissez tout. Si ça touche un nerf, ça change de nom, ça s'appelle une douleur neurogène. J'ai une douleur en bande, électrique, etc. Sauf qu'il y a une 3e type de douleur. Alors ISP a mis, je crois, 15 à 20 ans pour se mettre d'accord sur la dénomination. On appelle ça les douleurs nociplastiques. Une douleur nociplastique, c'est, de manière très simple et schématique, une douleur qui va apparaître dans votre système nerveux central, sans forcément qu'il y ait d'allumage de la voie nociceptive. C'est-à-dire que vous avez mal, mais vous n'avez pas de dommage. C'est très raccourci, mais c'est ça. Et alors ce patient-là qui a une douleur nociplastique, le problème c'est qu'on ne peut pas le rééduquer comme les autres. Parce que comme il n'a pas de dommage a priori physique, toutes les techniques périphériques, les massages, les immobilisations, les étirements, vont avoir aucun effet sur lui, parce que ce n'est pas un problème d'entrée, c'est un problème de traitement de l'information et donc de construction d'une expérience douloureuse désadaptée. Et donc vous avez ce modèle-là de Gifford, qui reprend un peu le modèle de tout à l'heure, vous savez avec le cercle qui était compliqué, qui considère qu'il y a l'environnement et les tissus qui vont rentrer dans la construction par le système nerveux d'une réponse douloureuse. Je vais modifier mon comportement, par exemple avec sa fameuse contracture. Et en fait, ça c'est une boucle, c'est-à-dire que ça re-rentre ensuite. Comprendre que notre système de douleur, il est circulaire. Alors c'est extrêmement schématisé. Et bien séparer une douleur nociceptive, par exemple, j'ai une coiffe qui s'allume et qui déclenche un symptôme douloureux. Ça s'est transformé par j'ai mal à 4 sur 10. Lorsque ça touche un nerf, on appelle ça une douleur neurogène, périphérique. Hop,
le nerf il s'allume, ça rentre, donc c'est une atteinte du nerf. Et la troisième, la douleur nociplastique, de façon très schématisée. J'ai pas d'entrée périphérique, et là, j'ai une douleur qui s'allume dans ma tête. Et donc cet apport des neurosciences, pour nous, c'est une vraie révolution, parce que ça modifie vraiment nos pratiques. Vous imaginez bien que, du coup, ce type de patients, on ne va pas les rééduquer forcément pareil que les autres. Quatrième gros changement, le diagnostic kinésithérapie par soustraction. C'est une autre façon de faire que la première. Quand je vous ai dit ici, on essaie de partir du patient sans poser un diagnostic de structure et de voir ce qui change sa douleur. Dans le diagnostic dit par soustraction, là, l'objectif, c'est d'essayer de poser un diagnostic structurel, mais dans un ordre précis. C'est-à-dire qu'on va partir, on va essayer d'éliminer les familles de pathologies les unes après les autres. Alors, il y a plusieurs auteurs qui fonctionnent là-dessus. J'ai pris cet exemple-là. Ça, c'est au Royaume-Uni qui utilise ça. Donc en fait, ils vont utiliser des espèces de signes pour virer les pathologies par une jusqu'à trouver la bonne. Donc là, on est dans une approche plutôt structurelle. On regroupe ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir l'histoire des cartons. Et la question, c'est dans quel carton je vais mettre mon patient. Okay. Quand vous êtes dans cette démarche-là, vous essayez de répondre à la question qu'est-ce que mon patient a comme problème. Et grâce à ça, vous allez pouvoir ensuite choisir une façon de le rééduquer. Enfin, pour finir, la cinquième, et ensuite je vous parlerai de traitement, c'est l'évaluation. Quels critères, moi en tant que kiné, m'intéressent? Dans tout ce qui a été dit précédemment, et je suis vraiment d'accord avec ce discours, nous, l'examen clinique d'un kiné, ce n'est pas le même que l'examen clinique d'un médecin, évidemment, puisque on ne va pas utiliser les éléments pour la même façon. On est moins dans une démarche diagnostique, au sens triage, la flag, etc. On est plus dans une démarche, voilà, comment je vais faire pour amener mon patient à s'améliorer, à changer d'expérience. Et du coup, le plan classique de l'examen clinique, je pense que c'est pareil pour vous, on interroge, on observe, on fait bouger, puis on palpe et éventuellement on fait des tests. La question que je me suis dit, c'est que je ne vais pas vous refaire l'examen clinique de l'épaule complet, c'est pas le but. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, je vais vous dire, voilà, qu'est-ce qui est intéressant à regarder dans chacune des parties en tant qu'kinésithérapeute. Comme ça, et kiné, ça vous fera un petit rappel, et pour les médecins et les internes, vous saurez ce qui nous intéresse, nous, cliniquement. Alors, au niveau de l'interrogatoire, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, en plus de la douleur, évidemment, c'est de poser un critère de suivi de progression. Et pour ça, c'est bien d'utiliser des tests fonctionnels. Alors, il y en a deux que j'aime bien, dont un qui est mon chouchou, c'est le PSFS. Et ce qu'on aime bien aussi, je n'aurai pas le temps de le développer, c'est essayer de trouver, valider ou valoriser, poser un diagnostic sur la douleur, est-ce que c'est nociceptif, neurogène ou nociplastique. Et enfin, dans ces douleurs d'épaule qui durent, moi, le catastrophisme de la kinésithérapie m'intéresse particulièrement. Et ça, c'est difficile de l'évaluer juste en posant des questions, on fait passer des questionnaires. Alors, je m'attarderai sur les deux premiers, notamment celui-là que j'aime beaucoup, qu'est-ce que c'est que le PSFS? Alors là, je m'adresse à tous les kinés. Comme moi, je vois beaucoup de kinés au cours de mon année, comme j'enseigne beaucoup en formation continue, et les kinés me disent c'est compliqué pour nous d'avoir le temps de faire des questionnaires. Un questionnaire, c'est long à remplir. Il faut y penser. On ne sait pas où est le papier, on n'arrive pas à le retrouver. Ce truc-là, vous n'avez pas besoin de papier, c'est très simple, vous demandez au patient, comme vous lui demandez d'évaluer sa douleur, vous allez lui demander, ok, donnez-moi 3 activités ou 5 activités que vous faites quotidiennement. Par exemple, je promène le petit chien, je fais à manger, je déménage, je bricole, je fais du sport, peu importe. Et vous allez lui demander de 0 à 10, cette activité-là. Actuellement, vous pouvez la faire à combien? 10, aucun problème. 0, impossible. Il va s'évaluer comme ça sur 3 activités. Et grâce à ce critère, à partir de 3 activités choisies, on a une bonne reproductivité. Et vous allez pouvoir voir progresser votre patient avec une notation. C'est-à-dire qu'au début, la première semaine, vous allez le voir, il va vous dire 3 activités, il se met à 3, 6 et 0. Donc il a 9 sur 30. Et 3 semaines, 4 semaines plus tard, je lui repose la question. C'est comme une EVA. Dire à quelqu'un vous avez mal, combien 0 à 10 ça fonctionne à partir de 3, et si vous avez 5, vous avez un score qui est quand même reproductible et surtout qui est individualisé. Après, il y a des échelles qui sont validées, qui sont non individualisées, qu'on appelle alors il y en a plein pour l'épaule, moi j'aime bien le dash et le quick dash, tout simplement parce que c'est la plus rapide à faire. Et puis voilà, comme je vous ai dit, il y a des problèmes de temps. Donc souvent, on évalue ça. Le quick dash qui est très bien, et moi j'aime bien la première, la PSFS, qui est très intéressante. J'aime bien vous mettre une diapo sur les drapeaux.
Parce que les drapeaux nous permettent d'envisager les facteurs de risque. Et moi, ce que j'évalue beaucoup avec mes patients, d'autant plus s'ils ont une douleur persistante, c'est d'abord les drapeaux jaunes, les facteurs de risque individuels. Comment est mon patient psychologiquement? Alors, je ne suis pas psy, évidemment, mais ça m'intéresse quand même de voir comment il vit la situation. Est-ce qu'il a des croyances? On entendait tout à l'heure plusieurs types de croyances. La décoaptation, par exemple. Je veux qu'on me décoapte. Ça, c'est une croyance. Et comment est son comportement? Est-ce qu'il est plutôt actif, il a envie de sortir de la situation, ou il est attentiste? Après, vous avez des drapeaux qui sont en rapport avec l'activité professionnelle. Tout cela, vous les retrouvez dans les dernières recommandations de l'HAS de 2019 sur la lombalgie, par exemple. On sait qu'en fonction du travail, en fonction de la perception du travail, il y a des gens qui ont des problèmes d'épaule et qui, quand vous discutez avec eux, vous disent de toute façon, je sais que j'aurai mal à l'épaule toute ma vie à cause de mon travail. C'est intéressant d'explorer. Le patient part du principe que son travail n'est pas bon pour lui. Donc, il ne peut pas progresser. C'est ça que ça veut dire dans sa tête. Ceux qui sont liés aux obstacles professionnels, et alors je rajoute spécial dédicace à Louise Gifford, le regretté Louise Gifford, qui lui parle des drapeaux roses. C'est pas très évoqué ça. Qu'est-ce que c'est qu'un drapeau rose? Ce sont les ressources du patient. Les ressources, c'est ce qui va faire que le patient va pouvoir progresser facilement. Un patient qui aime bien bouger, qui aime bien le sport, un patient qui aime bien la musique, un patient qui aime bien faire ci, faire ça, et ben moi ça m'intéresse parce que je vais m'appuyer sur ces ressources pour lui faire refaire des choses. Je vous donne un exemple tout bête. Je m'étais occupé d'un patient lombalgique qui avait une peur bleue de se pencher en avant. Parce qu'il s'était bloqué comme ça. Et pour le faire se pencher en avant, j'ai utilisé une de ses ressources. Il adorait écouter de la musique. Il adorait le rap. Et je lui ai dit, vous allez me faire de la flexion, mais avant ça, vous allez mettre votre musique préférée. Et vous allez vous pencher avec la musique préférée. Voilà comment on peut utiliser une ressource pour changer l'expérience. Parce que clairement, il n'avait pas de problème mécanique, il avait une kinésiophilie. Donc c'est intéressant de les questionner, et ça, moi, ça m'intéresse de le faire de l'interrogatoire. Donc, moi, j'évalue, c'est bien d'évaluer les scores, et c'est vraiment important d'évaluer ça, parce que ça permet de s'écarter du biomédical et de viser le psychosocial. L'observation. L'observation, moi, j'en méfie comme de la peste, je ne me fais pas très confiance, parce que j'ai l'impression que j'essaie de voir ce que j'ai envie de voir. Donc, pour vraiment que je prenne un marqueur de l'observation, il faut que, 1, il m'arrache les yeux, ça veut dire incontestable, et 2, il faut que ça change la clinique. Je veux dire par là que si vous voyez quelqu'un qui est comme ça, alors moi, tous mes patients, quand je les évalue, quand je les regarde, ils me disent, vous allez voir, je suis tordu. Tous, ils sont tous asymétriques. D'ailleurs, quand je vois quelqu'un de symétrique, souvent je leur dis, c'est quand même très bizarre, vous êtes symétrique. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours de vie pour que vous en soyez arrivé à la symétrie? C'est un vrai problème, ça, la symétrie, c'est un fléau. Parce que les gens symétriques, ils existent quasiment pas, et à cause d'eux, on pense tous qu'on a des problèmes. Donc, la symétrie est normale. Par contre, évidemment, une personne qui a mal à l'épaule gauche, qui se trouve avec l'épaule comme ça, ce qui m'intéresse, c'est, ok, elle est plus haute, qu'est-ce qui se passe si je change cette position? Est-ce que ça change ses symptômes? Si je lui demande, tiens, mettez-vous comme ça fait quoi? Rien. Et ben moi, je le laisse de côté. Par contre, si elle est comme ça, je lui dis, tiens, baisse ton épaule, que le patient me dit, c'est pire, c'est mieux, là, ça change son symptôme. Donc, le marqueur est utile, parce qu'il a changé la symptomatologie. Donc, l'observation, moi, je garde deux choses. Premièrement, il faut que ce soit incontestable. Et deuxièmement, il faut que ça change la clinique si je modifie ce que je vois. Et à partir de là, moi, je utilise ça comme un marqueur de suivi. Un exemple, on peut changer la position d'une dyskinésie. Les dyskinésies, vous savez qu'il y a eu 12 ou presque 15 ans de recherche. Il y a eu des sommets. D'ailleurs, vous pouvez lire le dernier résumé du sommet scapulaire aux États-Unis qui fait 60 pages pour arriver à la conclusion. On ne sait pas si les dyskinésies sont cause ou conséquence du problème. Donc c'est bien, au moins ils sont arrivés à dire qu'ils ne savaient pas. Et comme je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Moi, j'essaie de changer la position de la scapula, je vois si ça change les symptômes. Et là, je vais me dire, ok, je vais l'utiliser. Pour les mouvements actifs, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que, je vois ça beaucoup avec mes étudiants, quand je leur demande d'évaluer l'amplitude, ils disent, levez les bras. Le patient lève le bras, il descend, et il dit, vous avez eu mal? Oui. Ok. Et ça sert à rien de savoir ça, parce qu'en fait, le patient il a peut-être eu mal au début, puis plus mal à la fin. Il a peut-être eu mal au milieu, ça veut dire quelque chose. Peut-être il a eu mal ici, puis de pire en pire. Peut-être que c'est que la descente. Comment voulez-vous comparer sa progression si vous n'avez pas cette information? Ça peut vous aider pour le diagnostic, mais ça peut aussi vous aider pour la progression. Vous avez plein de patients, ils lèvent le bras, ils ont mal à ce niveau-là, vous leur faites une séance, la douleur elle apparaît 30 degrés plus loin. Pour moi, c'est une progression. Sauf que le patient, pour lui, il a toujours mal. Donc comment vous pouvez objectiver une progression si vous ne voulez pas évaluer précisément? Donc, en fait, il faut être pénible, respecter toujours le même plan et enquiquiner les patients qui précisent bien leur type de douleur.
Pour les tests passifs, c'est pareil, on évalue les mouvements. N'oubliez pas les mouvements accessoires. Encore une fois, pour les mouvements, méfiez-vous de votre palpation. Je sais qu'on est tous très très bons en palpation, qu'on sent bien avec nos mains. Un truc qui n'a pas été dit, c'est que moi, dans mon passé, j'ai été ostéopathe. J'ai été kiné, puis ostéopathe, puis je suis redevenu kiné parce que ça marchait mieux. Et du coup, en fait, quand j'étais ostéopathe, j'étais super bon avec mes mains, je sentais trop bien. Quand je suis redevenu kiné, tout de suite, j'avais moins de... Parce qu'il faut avoir le feeling, n'est-ce pas? Donc juste, méfiez-vous un peu, parce que vous savez qu'on peut avoir des pareidolie tactiles, hein, des hallucinations tactiles, hein, si vous voulez sentir un truc, vous allez plus facilement le sentir. Donc moi, je me méfie de mes yeux et de mes mains. Enfin, je me méfie beaucoup de moi, en fait, hein, même de mon raisonnement. Vous avez vu, j'ai plein de biais. Donc tout ça pour dire que si vous sentez quelque chose, il faut que ce soit incontestable, encore une fois. Sinon, c'est difficile de s'appuyer dessus. Tout ça, c'est surtout au service du patient, hein, bien sûr. Enfin, les tests orthopédiques. Alors moi, comment je les utilise? Je ne vais pas vous faire un cours sur les métriques des tests, ça a été déjà précisé avant, mais moi, les tests orthopédiques vont me servir vraiment quand j'ai un doute à trancher entre deux diagnostics. Je les utilise à la fin, et surtout, je ne les utilise jamais de façon isolée. J'essaie d'utiliser des clusters de tests. Je vais pas, par exemple, pour la tendinopathie, je peux utiliser un test, je vais en utiliser 5. J'utilise un cluster qui est décrit. Et le cluster ne va pas me dire tiens, c'est ton supraépineux qui est rompu. Le cluster va me dire oula, tout va bien? Non. Le cluster va me dire c'est probablement la coiffe. Probablement la coiffe. Donc, si c'est probablement la coiffe, ça va m'aider à trancher dans le diagnostic. D'accord? Donc, on privilégie les clusters plutôt que les tests uniques. On essaie de rester critique dans l'utilisation. Ou alors, on peut aussi les utiliser comme marqueurs. Tous ceux qui disent, alors dans le champ de la kiné, c'est religion de dire il ne faut plus faire le test de Job. Ça vous parle? Il peut aussi exister comme ça, il change de nom s'il est comme ça, enfin voilà. En fait, moi je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'en fait, un test de Job ici, vous demandez à n'importe quel kiné trans, il le connaît. Donc ça veut dire que c'est un très bon outil de transmission d'informations. Et si je dis à mon patient, ton test de Job, ce patient-là, il a mal au test de Job, ça me dit quoi? Ça me dit que j'ai un marqueur, et mon kiné, mon voisin, mon pote kiné, il sait quel est le mouvement qui évalue. Donc je pense qu'on peut les utiliser comme des marqueurs de progression, pas forcément pour poser un diagnostic. Profitons-en, tous les kinés et les médecins connaissent, je sais pas moi, le test de Hawkins-Kennedy ou le test de NIR. Ce serait dommage de les mettre à la poubelle, autant les utiliser pour communiquer entre eux et dire voilà, si je veux réveiller la douleur du patient, je fais un test de NIR. Si on les utilise comme ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça permet ensemble de discuter et de se passer des informations. Par contre, l'utiliser en disant que le NIR pour dire qu'il a un conflit d'épaule, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, je pense que c'est des outils de communication. Alors j'en ai fini par la première partie, et là on va parler, comme peut-être vous êtes en train de vous assoupir, je vais vous faire travailler un petit peu. Si vous avez un smartphone, ça serait super gentil, vous allez aller sur ce site internet www.menti.com et vous allez rentrer le code que vous voyez ici. Le code que vous voyez là, 83 88 34 6. Donc juste vous ouvrez votre... Et je vais vous présenter un cas clinique et je vais vous demander, vous allez voir, on va vous demander de mettre un nom de diagnostic, de poser dedans le diagnostic que vous pensez. On va avoir un magnifique nuage de mots qui va s'allumer en fonction des réponses. Donc, vous l'avez au-dessus, là, 83, 88, 30, 334, 6. Donc, voilà le menti, et je vais vous lire le cas clinique. Je vais juste vérifier, est-ce que quelqu'un peut écrire un truc dedans, que je vérifie que ça fonctionne. Alors, pas un truc sexuel ou... Ah, bonjour, parfait, ça marche. Alors, attendez, bougez pas. Donc, je vous montre le cas clinique. Alors, virez-moi les bonjours, parce que du coup, j'ai que des bonjours maintenant. Le code, je vais vous donner le code, ne paniquez pas, tout va bien se passer. Alors, vous avez le code au-dessus. Regardez cette clinique. Madame M qui est enseignante, elle vient me consulter parce qu'elle a une douleur qui est survenue sans cause connue a priori. Voici son schéma de douleur. La douleur est intermittente, sentie en profondeur à 4 sur 10. Elle a un arc douloureux, entre 70 et 110 degrés. Et elle a une petite limitation de fin de course, mais probablement due à la douleur. Quelques douleurs la nuit, mais elle se rendort quand elle se réveille. Et il y a une douleur à la contraction au mouvement, pas au repos. Regardez bien, allez, vous me notez ce que vous pensez que c'est. On va voir si vous êtes d'accord. Alors je ne montre pas tout de suite les résultats parce que sinon vous allez être influencé. Je sais que vous aimez garder votre...
Alors, est-ce que j'ai déjà des réponses? Allez, on essaye. Vous n'avez pas eu le temps de dire, je remets. Vous avez le cerveau lent. C'est l'heure, hein, on va dire que c'est ça. C'est bon? Alors, voyons voir ce que ça donne. Ça, après, moi, je garde et je regarde si vous avez été meilleur que les autres. Parce que je le fais à plusieurs personnes. Alors, je me dis, il y a des médecins, normalement, vous êtes bons, les médecins. Hein. Ah! Alors, ce qui ressort quand même, c'est que ça ressemble à une tendinopathie. Donc, il y a du syndrome sous-acromial. Alors, il faut savoir que pour moi, hein, une douleur liée à la coiffe ou une douleur sous-acromiale, c'est la même chose. Et c'est vrai que la tendinopathie semble ressortir d'un mot. Alors, ça me fait plaisir, parce qu'il y a écrit tendinopathie et pas tendinite. Il y a une étude récente qui a été faite il y a quelques années qui demande de ne plus utiliser le terme de tendinite, parce que déjà, il a changé au niveau de la représentation sociale chez les patients, et que c'est plus large et précis de dire tendinopathie, parce que c'est moins faux, en fait. Alors, très bien. Alors, MGN, il y avait un syndrome MGN. Vous les avez aussi, les médecins? C'est pas que nous, alors. Est-ce que vous avez déjà eu un prof qui, en même temps, est professionnel de santé? C'est les pires. Moi, je suis abominable comme patient. Alors, effectivement, c'est bien une tendinopathie. Et j'aime bien cette photo. Hein. Vous n'avez pas une tendinite de l'épaule, c'est juste que votre oiseau est resté trop longtemps sur l'épaule. Parfois, l'oiseau aussi, c'est les croyances qu'on met dans le patient, ça a été évoqué. Alors, là, on va parler un peu de kiné. Qu'est-ce qui est recommandé? Comme ça, vous allez peut-être pouvoir apprendre des choses, je l'espère. Ça date d'il y a 20 ans. Je ne sais pas s'il y a des kinés dans la salle qui ne sont pas sortis depuis 5 ans. En fait, en 2001, l'HAS nous dit qu'est-ce qui n'est pas recommandé pour les tendinopathies. Elle nous dit pas de MTP, pas d'ultrason. D'accord? Électro, ultrason, non recommandé. Alors, je ne regarde pas la salle pour voir celles et ceux qui regardent leurs pieds. Et le repos absolu est non recommandé aussi. Le repos relatif éventuellement quand c'est très rare. Donc ça a 20 ans. Hein. Je ne vous raconte pas le nombre de cabinets là où je travaille qui font électro-chaud-massage. Qu'est-ce qui est recommandé à l'époque? 2 exercices de renforcement musculaire, des muscles rotateurs et apprentissage de composition en calcium. Donc évidemment, je vais vous en donner des plus récentes, mais juste pour bien dire que ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut arrêter de faire certaines choses. Et donc j'ai pris des recommandations de 2014 parce que je les aime bien. Vous pourrez aller les voir, je vous donnerai accès au support de cours après. Vous pourrez aller les voir. Elles sont assez riches. Et alors, j'ai juste mis en gras quelques éléments intéressants, mais qui ont déjà été dit. Hein. Préférable de proposer un traitement conservateur d'abord, évidemment. Que les antalgies, si nécessaire, c'est exactement ce qui a été dit en avant, c'est pour ça que j'étais vraiment content qu'on soit d'accord. Et qu'une intervention professionnelle est utile quand les plaintes persistent au-delà de 6 mois. Ça, c'est assez discutable, on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Et donc, concrètement, en kiné, qu'est-ce qu'on fait? Des exercices pour les tendinopathies, c'est vraiment les exercices. Sur les modalités, c'est discutable, mais les exercices, ça reste intéressant. Et il n'y a pas de preuve que le traitement chocal est supérieur au traitement conservateur sur les tendinopathies simples. À ma connaissance, je ne suis pas un expert, mais pour les ruptures traumatiques, ça reste discutable que la chirurgie soit intéressante. Mais si c'est une rupture atraumatique, en fonction de l'âge, hein, c'est relativement... le traitement conservateur sera tout aussi efficace. Et intéressant, 2 autres études. Dans les cas des douleurs d'épaule, l'exercice est supérieur à non-exercice. Et alors j'ai mis ça exprès parce que la thérapie manuelle, alors je dis ça pour les médecins, c'est quoi la thérapie manuelle? On a un problème de définition en France là-dessus, mais bon, on va dire que dans le plus communément expliqué, la thérapie manuelle, ça va être tout ce qui va être quand vous avez posé la main sur votre patient. On appelle ça aussi le hands-on, donc le massage, l'étirement, la mobilisation. Ça fait un certain nombre d'années qu'on tire à boulet rouge sur les professionnels qui touchent leurs patients et qui traitent en thérapie manuelle. On se rend compte que sur l'épaule, dans celle-ci et dans cette étude de 2020, dans la littérature, qu'en fait, quand vous ajoutez de la thérapie manuelle à vos exercices, ça marche mieux que l'exercice tout seul pour certains patients. Donc vous avez encore le droit de toucher vos patients, les kinés, hein, je vous rassure. Vous ne serez pas mis sur un bûcher et brûlé parce que vous avez mobilisé une articulation. C'est bien de le savoir. Hein. C'est les mêmes. Alors il y a aussi un truc rigolo, je fais une petite aparté. C'est les mêmes il y a 15 ans, quand on massait, on se faisait brûler aussi. Parce qu'il n'y avait pas de preuve du massage.
Dans les dernières recommandations internationales sur la lombalgie, le massage en association au reste présente des preuves fortes. Donc c'est intéressant. L'exercice, oui, preuve forte. La thérapie manuelle, oui, en complément. Par contre, pas tout seul. Par contre, on sait non avec des preuves fortes qu'il faut pas faire de laser à l'ultrason d'ondes pulsées, et les ondes de choc, non, avec des preuves modérées. Il y a un petit cas qui pourrait être discutable sur les calcifications. On pourrait éventuellement en discuter après. Donc, au bilan des courses, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, plutôt que de vous faire un protocole, je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire de protocole, je vous propose quelques idées phares. Les techniques passives, pour moi, c'est un tremplin pour emmener la personne à bouger. C'est-à-dire que on a des patients, et c'était dans l'exemple qui était cité là, c'était parfait, on a des patients qui ont besoin qu'on les touche, qu'on leur fasse quelque chose pour ensuite ne plus avoir peur de bouger. Ou alors, il ne faut pas oublier que le traitement manuel, c'est un excellent moyen de modifier la nociception sur le court terme. Et moi, j'utilise beaucoup de passifs, j'aime beaucoup déjà. Et là, ça me fait une raison pourquoi j'utilise, mais aussi parce que dans une séance, mon patient, quand il lève le bras, que ça lui fait mal, peut-être qu'en mobilisant son épaule pendant 3 minutes, après il lève le bras, il a moins mal, et il peut enfin bouger, faire les mouvements. Donc le passif, il est au service de l'actif. C'est un tremplin pour l'actif. C'est pas obligatoire d'en faire, mais parfois, ça peut aider certains de vos patients. Évidemment, le plus important, c'est l'exercice pour les tendinopathies. Alors je vous mets cette ressource qui a été faite gratuitement par ces autrices que vous voyez ici, qui sont anglo-saxonnes. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un mec dans le tas. Le truc est gratuit. Je dis ça, je dis rien. Et dans ce truc-là, on peut sortir quelques éléments. Je ne sais pas si vous le savez, mais grâce à l'exercice, vous pouvez réaliser de l'antalgie pour vos patients. Si vous lui donnez des contractions isométriques prolongées associées à une distraction cognitive, nous en reparlerons juste après, eh bien ça peut soulager leur douleur. Une contraction de 30 secondes minimum avec une distraction, ça veut dire par exemple, je fais mes tables de multiplication, j'écoute les battements d'un métronome, je fais autre chose au niveau cognitif, ça peut changer votre douleur. Ou alors, l'exercice aérobie. Les exercices aérobies sont antalgiques. Vous savez que lorsqu'on pratique un exercice, on a une antalgie. Je suis en train de chercher le terme intelligent pour dire ça. Bon, ça fait une antalgie. C'est une antalgie induite par l'exercice. Ouais, c'est ça. Antalgie induite par l'exercice aérobie. Donc il y a tout un tas de trucs que vous pouvez faire. J'ai mis une petite vidéo, c'est un exemple. Vous voyez par exemple, on peut demander à la personne de faire bouger ses bras. Alors ça, on fait ça dans les aigus, de faire rouler une balle, et en même temps, je lui demande de faire bouger ses membres inférieurs. Et éventuellement, en même temps, je peux lui demander de compter, de réfléchir, etc. Ça va permettre de changer son expérience. Elle sera peut-être moins occupée à avoir peur dans le mouvement de l'épaule. Et petit à petit, vous pouvez faire bouger votre patient, même s'il est très douloureux. Le gros changement de ces 10 dernières années chez nous, c'est ce qu'on appelle l'activation de coiffe. En fait, on part du principe que si on veut permettre à ce patient d'aller mieux, il va falloir le soumettre à de l'exercice pour qu'il devienne plus fort. En fait, c'est ça le principe. Sauf que parfois, les personnes ne peuvent pas le faire parce qu'elles ont un mauvais contrôle moteur. C'est-à-dire que, dit simplement, le muscle s'allume trop lentement, pas assez vite. La contraction, elle n'est pas pertinente, performante, parce qu'au niveau neurophysiologique, il y a comme une inhibition, si vous voulez. Et une des premières étapes possibles, c'est ce qu'on appelle l'activation. C'est une façon de l'appeler comme ça. Le principe, c'est qu'on va demander des mouvements à basse intensité pour non pas créer de la fibre, mais déjà améliorer la commande. Assez souvent, quand vous demandez, faites faire ces exercices, là le step-up, vous allez voir, il y a une vidéo après, en fait, assez souvent, les gens qui avaient mal à l'épaule, comme ça, en quelques secondes, la douleur, elle diminue, voire elle disparaît. Et c'est hyper intéressant parce que psychologiquement, déjà le patient, il lève son bras, il voit qu'il a plus mal. Et surtout, ça permet de faire de l'actif très très tôt. Alors je vous donne un exemple possible. On a une personne qui a mal quand elle lève le bras droit, voilà, elle a une douleur ici. Et je vais mettre en place une petite stratégie pour qu'elle le lève plus facilement. Et il existe plusieurs stratégies intéressantes. Par exemple, on peut réduire le bras de levier, lui demander de lever le bras à coude fléchi. C'est le même mouvement sauf qu'il y aura moins de poids. Si vous lui demandez ensuite de serrer le poing, ça va allumer de manière précoce la coiffe. Le fait de serrer le poing, ça active un peu précocement la coiffe. On peut aussi lui demander de le faire avec les deux côtés en même temps. On appelle ça l'éducation croisée. Quand vous faites des mouvements avec les deux épaules, ça améliore la fonction de la première épaule. On peut aussi lui demander un mouvement du corps. On appelle ça la chaîne cinétique. Je ne sais plus si c'est ça que je fais après. Non, je vais lui mettre un élastique entre les mains pour lui demander une contraction préalable. Voyez ? Et en fait, l'idée, c'est que quand elle a plus mal, je m'arrête et cet exercice qui lui fait pas mal, je vais lui donner à faire. Peut-être une semaine simplement, mais pour commencer à préparer le travail de renforcement.
Donc on peut lui demander de lever. Puis après, vous allez voir, je vais lui demander de faire une faute en avant, je crois, dans mes souvenirs. Bon, la vidéo est un peu longue, mais l'idée c'est ça, c'est qu'après on va lui demander de faire un pas en avant. Cet exercice s'appelle le step up. Je crois que j'ai mis une photo. Vous voyez, on fait un pas en avant en levant. Parfois, juste le fait de lever le bras en marchant, les gens ils n'ont plus de douleur. Donc on commence à les travailler comme ça. Et dès qu'ils vont mieux, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, on va charger plus fort. Et alors là, les kinés, le gros problème qu'on a en kinésithérapie, c'est qu'on nous a dit que les gens ils étaient fragiles. Et comme ils sont fragiles, ben, on leur donne 10 fois 15 répétitions, 3 séries. Et puis comme ça, on est tranquille et pendant le temps de pause, on discute du temps ou du petit chien ou des petits enfants. Eh bien, que nenni, si vous voulez que votre patient il lève plus facilement les bras, il faut créer de la masse de la fibre, donc il faut les faire bosser. Et en fait, quand on bosse, c'est dur. Donc c'est-à-dire que quand je fais la série, ça me brûle. Sinon, ça ne fait pas de fibre. Essayez de viser, arrêtez de faire de la force endurance et de travailler l'hypertrophie. Pour faire l'hypertrophie, 70 répétitions par groupe, il faut aller à l'échec musculaire. Ça veut dire, je fais des séries de 10, 12, je pousse, 10e c'est dur, 11e c'est difficile, mamie elle tremble, et 12e, je peux plus. C'est ça l'échec. Alors au début on n'ose pas, on dit, mais elle est vieille, elle est fragile. Je crois que vous avez France Moret qui est venu ici. Quand on parle des vieux fragiles, ça y est, les spé en gériatrie ils sont fous d'entendre ça. En fait les vieux sont fragiles parce qu'on a dit qu'ils étaient fragiles. Mais je pourrais vous montrer des cas de rupture massive, des gens qui viennent comme ça. Moi, je les fais bosser. Au bout d'un mois et demi, si vous voulez lever le bras, il faut récupérer du deltoïde, sinon vous ne pouvez pas lever le bras. Il faut à un moment donné de l'hypertrophie. Donc la seule façon d'y arriver, il faut faire forcer les gens, il faut faire des séries, il faut que ce soit dur. Si ce n'est pas dur, il ne se passera rien ou ce sera beaucoup plus long. Donc faites bosser vos patients. Et en plus, ils seront contents parce qu'ils pourront soulever plus lourd. Grosso modo, travaillez votre coiffe, la rotation latérale, c'est vraiment le truc à faire. Et puis n'oubliez pas de travailler pour la scapula, le dentelé antérieur, le trapèze inférieur. Si vous avez 3 muscles si bien dans la tendinopathie, c'est la coiffe des rotateurs externes, donc les rotateurs externes, le dentelé et le trapèze. Enfin, le proprio, il ne faut pas l'oublier, développer ensuite de la vitesse, et ça c'est en fonction de ce que va faire la personne. Donc voilà pour un tout petit tour par rapport à la tendinopathie. Je vous montre un autre cas clinique. Donc là, vous allez retourner sur le lien précédent. Je vais passer. Hop, normalement. Hop, alors je vous montre le cas clinique. Alors, regardez ce cas clinique. Monsieur P, qui est programmeur. Douleur apparue il y a 4 mois, s'empire déclenchée par des mouvements rapides non préparés. Il bouge vite, paf, ça lui fait mal, puis ça le lance pendant un petit moment. Il a une douleur qui est constante, mais variable. C'est-à-dire qu'il a plus ou moins mal à 1 sur 10, mais il fait des pics à 6 sur 10 dès qu'il bouge un peu vite. Elle est profonde, elle est diffuse, des fois il a un peu mal dans la main, mais pas tout le temps. Des fois ça monte dans les cervicales, mais vraiment le pire c'est là. Les nuits sont difficiles, réveil avec impossibilité de se rendormir, le traitement antalgique n'est pas efficace, et vous le voyez à 4 mois, là, il commence à avoir une raideur qui s'installe. Et quand vous le voyez, ça c'est lui. Alors, il a le pouce en l'air pour dire c'est quand même bien la kiné, mais j'ai beau être matinal, j'arrive pas à lever les bras. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'il a? Alors, est-ce que vous avez trouvé des choses? Je pense que vous avez compris. Ah, alors là c'est intéressant parce que donc, il y a de la capsulite, il y a de la névralgie. Ce qui vous fait penser à la névralgie, c'est qu'il y a une douleur qui descend. Alors c'était fait exprès, c'était un piège. Alors la première chose à penser, évidemment, c'est si on a des doutes sérieux, normalement le médecin a bien fait son travail, donc il a exclu les pathologies sérieuses. Et névralgie, en fait, il n'a pas de perte pas de trouble de fonction, il n'a pas de douleur en fil. Par contre, douleur nocturne, et puis comment ça s'enraidir? Ça sent vraiment l'épaule gelée, aussi avec capsulites. Et effectivement, c'est une épaule gelée. Alors, c'est peut-être la seule chose sur laquelle, c'est pas que je suis pas d'accord, mais j'appelle autrement. Pour moi, il ne faut plus appeler ça une capsulite rétractile, il faut appeler ça une épaule gelée. Tout simplement parce que la capsulite rétractile, ça sous-entend qu'il y a une rétraction de la capsule. Et ce n'est pas toujours le cas. Je vous montrerai à la fin une petite vidéo particulière. Donc l'épaule gelée,
ça veut dire la même chose. Quelles sont les recommandations pour l'épaule gelée? Alors, il y en a plein. Dans les pathologies sur lesquelles je travaille, c'est vraiment celle que j'ai le plus étudiée. Et alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je m'adresse au kiné. Moi, je suis un kiné qui aime bien les épaules gelées. Parce que le pronostic, il est excellent. Les gens, ils guérissent toujours. Alors, on va se les continuer 2 ans. Mais le pronostic est plutôt bon. Non, en fait, en vrai, un premier truc que je peux vous dire, je parle au kiné parce que les médecins, je pense que vous ne les voyez pas comme nous on les voit souvent, et c'est toutes les semaines, ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, un mois après, j'ai mal, c'est raide, c'est raide, c'est raide, c'est raide, c'est un peu moins raide, voilà, et au bout de 2 ans, ça va mieux. Et ça, c'est le même scénario tout le temps. Donc en fait, si vous galérez les kinés, en fait, c'est juste que c'est normal, la posture est comme ça. C'est compliqué, c'est long. Donc c'est normal, donc tout va bien. Le problème, c'est que ça, c'est nous. Et il y a une première situation de douleur, on a parlé de fascio tout à l'heure, et raideur. Et vous avez le patient qui évolue, alors d'abord il passe par une phase de douleur, et ensuite il passe par une phase de raideur. En fait, au niveau de la rééducation, nous on a 2 étapes. On ne va pas faire pareil quand le patient il est très là, et quand le patient il est très ici. Notre problème c'est quand il est au milieu. Parce que quand il est au milieu, il commence à s'enraidir, si on le bourrine un peu trop fort, il revient dans la douleur. Par contre, s'il est là, qu'il commence à se redire et qu'on n'est pas assez engagé, il progresse moins vite. Donc en fait, c'est le seul truc qui est compliqué dans l'épaule gelée. Et c'est pour ça que je vais vous proposer qu'est-ce qu'on fait quand il y a plus de douleur, qu'est-ce qu'on fait quand il y a plus de raideur, exactement comme ce qui a été dit. Voilà ce qu'on fait en 2021-22 pour un patient quand il a plus de douleur que de raideur. Souvent les kinés me disent on peut rien faire. En fait, on peut faire plein de choses. Déjà, vous allez pouvoir faire plein de choses sans toucher votre patient, parce que c'est le moment où on touche son patient, et en fait, dès qu'on lui fait un truc, ça lui fait mal. On peut faire plein de trucs sans le toucher. On peut l'éduquer, lui expliquer ce qu'il a, le rassurer. On peut lui proposer de la relaxation, de la méditation. Il y a même des gens qui arrivent à s'envoler comme ça. On peut leur proposer de la réalité virtuelle. C'est très tendance actuelle, c'est en train de se développer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe de tout ça, la thérapie miroir, le principe de tout ça, ça va être de leurrer le cerveau. On a dit tout à l'heure que la douleur, elle était multifactorielle. Et donc, on veut changer l'expérience en leurrant le cerveau. Soit ça passe par des lunettes de réalité virtuelle, ça passe par de la méditation, de la respiration, de la thérapie miroir. C'est ce principe-là. Là, tout le monde peut le faire. Alors, je vous ai mis 2 applications. Moi, j'ai mis mes patients sur Petit Bambou ou Respire Relax. Pourquoi ces applications? Parce que c'est les seules dont j'arrive à me rappeler. Mais il y en a plein d'autres. Et c'est pour leur aider de gérer cette situation de douleur. Moi, à titre personnel, quand ils sont vraiment en face de douleur et que je n'arrive pas à changer leurs symptômes, je leur recommande de retourner voir le médecin et de discuter d'une infiltration. Parce que clairement, il y a des gens, quand on n'arrive pas, qui dorment plus, ça fait 2 mois, ils sont déprimés, et ben, ça peut nous donner une fenêtre de tir de 3 à 6 semaines, comme ça a été dit, pour ensuite engager l'éducation. Et des fois, on a juste besoin de cette petite pitchinette pour que les gens puissent en sortir. On peut aussi faire des trucs. Alors, je vous ai mis les chats avec... il faut toujours mettre un chat dans une présentation en congrès. Ça adoucit les gens de voir un chat. Voilà. Et comme j'aime pas les chats, celui-ci se casse les gueules. Donc, pourquoi je vous ai mis le métronome? Parce qu'en fait, la distraction, quand vous faites faire des contractions, comme je disais tout à l'heure, des contractions, des mouvements de ballon, du pendulaire, le fait d'ajouter une distraction cognitive, ça améliore vos résultats. Donc, le message clé ici, c'est que quand votre patient il fait les exercices, essayez de leur parler, de leur poser des questions, ou dites-leur quand vous le faites chez vous, occupez votre cerveau à autre chose, pensez à des choses positives, etc. Ça peut les aider pour calmer la douleur. Après, bien sûr, on a des techniques passives. Il y en a plein qui existent. Ce sont des exemples. Et simplement, mon message, c'est n'oubliez pas de traiter le rachis cervical, parce que quand on mobilise son rachis cervical, ça module un peu les symptômes de l'épaule. Vous pouvez vous amuser à appliquer des bandes de couleurs. Choisissez la couleur préférée de votre patient. À quoi ça sert ce truc? Mis à part que c'est placebo, ça sert aussi, alors l'effet placebo c'est intéressant parce que ça permet d'élever, ça permet aussi ce montage-là permet de se réaliser une petite compression articulaire mécanique, et ça change aussi un peu les symptômes. Puis après on peut s'amuser à faire des montages ici avec des trucs. En tout cas, vous pouvez tester plein de trucs. La clé, c'est tout ce qui fait pas mal, vous pouvez le faire. Déjà, ça va un peu limiter l'enregistrement, et ce sera déjà ça de prix. Et dans cette phase-là, le kiné, il a vraiment un rôle de conseil et d'être présent. C'est une période dans laquelle les gens sont vraiment, psychologiquement, ça peut être très difficile pour eux. Ils ont mal tout le temps, ils n'en voient pas le bout, et pour un peu qu'il y ait quelqu'un qui lui dit « Tu vas voir, mon oncle, ça lui a pris 3 ans ». De toute façon, il pense qu'il va rester à 8 sur 10 pendant 3 ans. Donc il faut rattraper le coup. Deuxième phase, là par contre, vous pouvez y aller plein pot. Plus vous y allez fort, plus ça progresse vite.
mais si vous y allez trop tôt, vous leur faites rebasculer dans l'inflammation. Il y a des preuves qui montrent que si on est très généreux et qu'on a expliqué pourquoi, on progresse plus vite que si on fait rien. D'accord ? Donc il faut expliquer à la personne, je vais y aller de manière un petit peu plus... Il faut que ça vous tire. Et moi je leur donne une métaphore que j'aime bien. Je leur dis, écoutez, si je vous demande aujourd'hui de faire le grand écart, vous pensez que c'est possible ? Ils vont dire, non. Je dis, si on laisse du temps. Oui, combien de temps ? 6 mois, d'accord. Et comment vous allez faire pour faire le grand écart ? Il va falloir que je m'étire. Ok, il faut que ça tire un peu ou pas ? Oui, si ça ne tire pas, je ne gagnerai jamais. Et la capsulite, c'est pareil. J'ai dit capsulite. L'épaule gelée, c'est pareil. C'est le grand écart de l'épaule qu'on veut faire. Donc le grand écart de l'épaule, si on veut le faire, il faut que ça tire un peu, sinon ça n'avance pas. On peut faire de l'actif aussi, n'hésitez pas. Alors il y a cet exercice d'Adam Nickins, là, où le patient se met sur le côté, puis avec un poids, il freine la descente. Exercice à l'élastique dans le dos. L'actif est très intéressant pour ça. Et donc, avec tout ce que je vous ai dit, vous pouvez faire des trucs de dingue. Avant-après, une épaule gelée traitée en 1 mois. Like a boss. Sauf que, quand j'ai fait ça, je me suis dit, je vais quand même aller voir sur YouTube si quelqu'un a une idée. Et sur YouTube, il y a même lui, il arrive à traiter en 3 jours les capsules. 4 minutes. Moi, j'ai mis 1 mois, je suis mauvais. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce que c'est un petit peu comme cette diapo. N'abandonnez jamais, 2016, 2019, pas croire tout ce qu'on se dit, tout ce qui est dit. Il y a quelques années, il y a une autrice qui a sorti, il y a donc 2015-2018, qui a sorti cette vidéo. Alors je vous laisse regarder comme c'est édifiant. Vous avez une personne qui va se faire manipuler sous anesthésie pour une épaule gelée. Donc là, elle est réveillée en actif, épaule gelée qui ne se lève pas. Et donc ça, c'est juste en préopératoire. Là, elle est encore réveillée. Et donc la patiente lui dit stop. Ils endorment la patiente. Et une fois endormie, voilà ce qui se passe. La patiente se réveille et la raideur est revenue. Alors, c'est une capsule rétractile ou autre chose ? Eh bien, en fait, ça s'appelle, on appelle ça maintenant une épaule sur garde musculaire, la muscle guarding. On considère que chez ces personnes qui viennent avec des épaules gelées, il y en a une partie qui n'ont pas de contracture de la coiffe, mais qui ont simplement la coiffe des rotateurs, de la capsule, pardon, qui ont la coiffe des rotateurs qui est tellement rigide qu'elle bloque tout mouvement. Et ces patients-là, probablement que ce sont des patients qui sont répondants à des thérapies par détournement d'attention, réalité virtuelle, hypnose, thérapie inclinée, tout ce qui va leurrer le système nerveux. Parce que quand votre coiffe elle est contracturée, probablement que c'est un problème de sortie du système nerveux, une contracture réflexe. Je ne suis pas capable de vous dire le pourcentage de patients qui sont comme ça sur vos patients, mais il y a fort à parier que si vous êtes capable de traiter en 1 mois une épaule gelée, c'est que ce n'est pas une capsulite, c'est que c'est un problème de garde musculaire. D'accord ? Donc je sais qu'on est très bon, mais non, on n'est pas bon au point de traiter les gens en 3 jours ou en 4 minutes d'une épaule gelée. Si c'est une épaule gelée d'origine capsulaire, ça va prendre du temps. Par contre, gardez à l'esprit qu'il existe des personnes qui ont ce problème de garde musculaire, et donc ce sont des gens qui vont récupérer plus vite, et c'est très bien. Et probablement que ces gens-là, ils vont progresser parce que on informe différemment le système nerveux. Donc je vous montre ça, je suis incapable de vous dire quel est le pourcentage de patients, mais c'est intéressant parce que le jour où on arrive à les identifier, en fait ces gens-là ils peuvent être traités assez rapidement. Et moi depuis que je sais ça dans ma pratique, si je vois que l'amplitude, je la récupère en 1 mois, 2 mois, c'est que c'était pas une capsulite. Une capsulite ça se récupère pas en 1 ou 2 mois. Ça n'existe pas. J'en arrive à la conclusion. Félicitations d'être resté réveillé jusque-là. Le message clé, alors j'en aurai plein, mais je vais essayer de me cantonner. Alors j'ai mis, ça je pense qu'avec la coopération avec le médecin est très importante. Je crois qu'en tant que kiné, déjà, il faut que vous soigniez votre éducation thérapeutique et essayer de rendre les gens autonomes. Prescrivez des exercices, pensez au biopsychosocial, essayez de sortir du bio. Les techniques passives sont super pour amener la personne à bouger. Le passif, il est au service de l'actif. C'est ça vraiment mon message clé. Priorité au retour à la fonction de la coiffe. On essaie d'abord de la stimuler, c'est-à-dire demander des basses intensités pour la réveiller. Puis très vite, on va essayer de charger plus fort.
N'ayez pas peur de mettre de la charge à vos patients si elle est progressive. Si elle est progressive, les gens, il n'y a pas de raison qu'ils flambent. Moi, j'essaie d'ajouter 10% de charge de plus par semaine. Toutes les semaines, je mets 10% de plus. Par exemple, si semaine 1, il fait 100 répétitions, la semaine 2, je le mettrai à 110, puis la semaine 3, je le mettrai à 121, etc. La stabilité scapulaire, elle est importante pour toutes les pathologies. Visez donc l'antérieur trapèze. Et s'il y a une épaule gelée, restez calme, éduquez, expliquez. C'est normal que ça dure longtemps. Je remets ma casquette lien d'intérêt juste pour vous parler de deux personnes qui soutiennent la soirée. Ils m'ont demandé de le faire, donc je le fais. Qui est une formation, je fais une formation bientôt là-dessus en mai sur l'épaule. Et puis Physio Academy, je vous parle de l'épaule gelée, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé, c'est pour ça que je connais un petit peu. Je vous remercie de votre attention et juste sur ce site dans lequel j'ai des forts liens d'intérêt, dans la rubrique blog, je vous mettrai le support de cours incessamment sous peu, bientôt. Voilà. Si jamais vous voulez me contacter, j'assure les services après-vente à cette adresse-là. Et sinon, sur Facebook, j'ai un Facebook 100% professionnel. Donc, si vous voulez m'ajouter, je partage de temps en temps des contenus. Et je remercie beaucoup l'ESPEL de cette invitation. Je pense que j'ai un peu dépassé, mais on m'a dit que j'avais un peu le droit de faire ça. Merci à vous. Merci de